Dans ce dernier hors-série de la 3e saison des Technos, on va déjà répondre à l'une de vos questions. Puisque vous le savez, durant tout l'été, juillet et août, on répond à vos questions, les questions que vous nous avez posées et auxquelles nous avons déjà répondu. C'est déjà enregistré. Et une question est apparue à un moment donné, juste après l'enregistrement, une question de Tanguy concernant la blockchain. Alors évidemment, ça c'est un vaste sujet. Xavier s'est penché sur la question, en quelque sorte, Xavier. Et tu nous as dit, tiens, moi j'ai un spécialiste blockchain, ce serait sympa de l'inviter. Et voilà, donc on va faire un truc assez complet, hein, finalement, sur le principe de la blockchain, Xavier. Effectivement, moi je m'intéresse depuis un petit temps, depuis 2012 en fait, au Bitcoin. Derrière le Bitcoin, il y a une technologie qui est la blockchain, qui est un vaste nom, enfin qui est un nom très simple pour une technologie qui l'est un petit peu moins. Et dans mes contacts, il y a Seb qui est avec nous ce soir et qui est un expert en la matière, on peut dire. En tout cas, il s'y est fort intéressé et il est actif dans le secteur, donc voilà, c'est une bonne référence. Alors Sébastien, si on devait te présenter, développeur, ton métier c'est l'informatique, entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc ingénieur en informatique de formation, et consultant aujourd'hui, et depuis peu maintenant formateur et conférencier sur tout ce qui a trait à la blockchain justement. Et le futur t'intéresse particulièrement, je pense. Exactement. En général, et la blockchain en particulier. Et la blockchain qui fait partie forcément du futur, en tout cas tel que toi tu le vois, hein, ça fait partie de toi. Alors, par quoi on pourrait commencer? Xavier, je propose que tu lances la première question, la première réflexion sur le sujet. Écoute, moi je pense qu'on pourrait commencer par l'histoire de la blockchain, d'où ça vient, pourquoi c'est né et comment ça se fait qu'on en parle aujourd'hui. Ça, c'est déjà 3 questions. Pouf. Voilà. Alors, pour bien remettre les choses dans le contexte, il faut se placer vraiment à l'origine et à la naissance de la première blockchain. Hein. Xavier, tu l'as mentionné, c'était le Bitcoin. Donc là, on est en 2008. On est en novembre 2008, juste mais quelques semaines après la faillite de Lehman Brothers. Donc le début de la crise des subprimes. Donc un cataclysme assez gigantesque dans le monde financier, mais qui ensuite aura bien sûr des répercussions sur... les répercussions qu'on connaît aujourd'hui sur la société en général. Et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque où la crise des subprimes, on a très vite compris que c'était une double crise, un double échec, une double crise, celle des banques d'une part et de la centralisation des banques qui ont pu créer des produits financiers absolument horribles, opaques et complètement imprévisibles. Et puis, dans un second temps, l'échec de la centralisation des États qui ont dû couvrir ces banques qui étaient devenues... comme on dit en anglais, too big to fail. Oui. Et donc, les États ont dû rattraper le coup, faute d'avoir su les réguler et les cadrer correctement auparavant. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là, mais vraiment quelques semaines après, qu'est apparue la toute première blockchain, donc le Bitcoin, qui n'était ni plus ni moins que la toute première application vastement décentralisée. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des applications auxquelles on était habitué à l'époque, à savoir avec un serveur sur lequel on doit se connecter en tapant une adresse dans un browser par exemple. Là ici on avait un système qui fonctionnait de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire sans serveur, et en même temps qui implémentait ni plus ni moins qu'un système monétaire dans son ensemble, avec une banque centrale, avec une politique de création de monnaie, avec des possibilités de faire des virements, etc. Donc quelque chose d'assez complexe, mais qui fonctionnait de manière complètement décentralisée. Et la vraie innovation, c'est que ça faisait probablement une bonne dizaine d'années, si ce n'est une bonne quinzaine d'années, que les informaticiens les plus chevronnés se cassaient les dents sur cette idée d'arriver à créer non seulement une monnaie alternative, mais surtout un système complètement décentralisé comme celui-là. Et pour ainsi dire, fin 2008, on a un gars qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Enfin, on ne sait même pas si c'est un gars ou si c'est un groupe, puisqu'il est resté assez fantomatique, mais qui a déposé un message sur une mailing list en disant voilà, je vous présente un petit bout de code, un petit papier que j'ai écrit vite fait, et mine de rien, j'ai implémenté un système monétaire. Voilà, ça c'est fait. Allez-y. Ça c'est fait. Et vraiment, personne n'a su d'où ça venait à l'époque. Même les experts aujourd'hui, certains vous diront que allez, pour tout ce qu'on peut en savoir, c'est comme si un voyageur du futur nous avait posé ça là, et puis était parti en courant, quoi. Donc,
c'est un gros mystère. C'est une question de Candide que je vais poser, parce que je suis le Candide dans la bande. Est-ce que ça a un rapport, ou est-ce que ça peut se rapprocher d'une manière ou d'une autre du peer-to-peer, où on avait aussi cette espèce de chaîne, quelque part, même s'il y avait un serveur qui documentait cette chaîne. Est-ce qu'on est proche de cette idée-là ? Alors, on est tout à fait proche de cette idée-là, sauf que ça rajoute une composante qui était la plus compliquée à cet édifice. La plupart des réseaux peer-to-peer, donc on parle à l'époque, c'était encore Napster, Emule, des choses comme ça, c'était des réseaux qui étaient distribués, mais pas décentralisés. C'est ça. Ce qu'on entend par là, c'est-à-dire que les fichiers eux-mêmes étaient stockés sur les machines des gens, mais par contre, on avait des serveurs qui stockaient la liste de ces fichiers pour qu'on puisse simplement savoir où se trouvaient ces fichiers et surtout cartographier voilà, les fichiers. Et donc ça permettait finalement, bien sûr, les fichiers restaient accessibles, mais pour tuer le réseau d'une certaine manière, ou en tout cas pour le contrôler, il suffisait de contrôler le nœud central où il y avait tous les fichiers. C'est ça, oui. C'est comme ça que Emule, Napster et d'autres ont eu des procès et puis ont fini par tomber. Alors que de Bitcoin, son originalité, ça a été de permettre à la fois la modification des données et leur stockage de manière complètement distribuée et décentralisée. Donc, impossible, pour le coup, de tuer le réseau. Et ça, pour le coup, ça a beaucoup embêté les États, parce que une monnaie alternative, théoriquement, c'est illégal. Ouais. Maintenant, même s'ils voulaient la réglementer et s'ils voulaient la stopper, ils ne pourraient pas. Ils n'ont aucune prise dessus parce qu'il n'y a pas de serveur central sur une blockchain. Xavier. Alors, on a compris que le Bitcoin est à l'origine de la blockchain. On aura peut-être l'occasion d'en reparler du Bitcoin plus précisément si ça intéresse certaines personnes. Mais ici, on va s'intéresser à la blockchain même. Donc, on parle de la blockchain. On sait que le Bitcoin repose dessus. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la blockchain? Comment ça se représente et comment on peut l'utiliser? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où la blockchain Bitcoin a commencé à exister, et puis où on a commencé à jouer avec, très rapidement, on s'est rendu compte de la puissance de ce concept qui allait bien au-delà d'une simple monnaie. Même si, pour une première application, c'est déjà sympathique. On s'est vite rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus que ça, parce que, mine de rien, ce que permet de faire une blockchain, et ce qu'elle a démontré qu'elle pouvait faire avec le Bitcoin, c'est créer ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'Internet des données et l'information, elle est facile à copier. Et donc, si je te transfère un fichier, je l'ai toujours. Donc, on crée des copies parfaites comme ça. Le clonage, quoi. Voilà, exactement. C'est du clonage hyper facile et très économique. Mais pour le coup, les majors et les maisons de disques et les producteurs de cinéma vous diront que quand on veut transférer des données avec de la valeur, c'est pas l'idéal. Clairement. Et en l'occurrence, on aimerait bien pouvoir transférer les choses de manière non réplicable. C'est-à-dire que si je vais acheter une musique, un morceau de musique, je l'ai, mais je peux pas le transférer aussi facilement que ça, ou en tout cas pas sans un transfert de valeur. Et la blockchain permet de faire ça. Alors, elle l'a fait pour de la monnaie, mais au final, elle a le potentiel, le concept de la blockchain a le potentiel de résoudre ce problème-là pour n'importe quel type de valeur. Et ça va des copyrights sur les contenus créatifs jusqu'à des contrats d'assurance, en passant par des actes de propriété ou même des contrats commerciaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas les copier, on peut les distribuer, les envoyer à quelqu'un, mais on n'en garde pas la copie, quoi. En quelque sorte, c'est vraiment comme si on avait physiquement, j'ai un caillou en main, je le donne à mon voisin a le caillou, je n'ai plus le caillou. C'est ça l'idée. Exactement. C'est ça que ça permet de faire, et donc ça permet de le faire aussi bien avec de la monnaie comme le fait le Bitcoin, mais aussi avec toutes sortes de contrats, puisque finalement, si on généralise un peu, la monnaie c'est un contrat. C'est un contrat qui dit que si je te donne ce billet, tu vas pouvoir en retirer sa valeur autre part ou l'échanger contre un équivalent. Donc c'est exactement ça, cette généralisation-là qui a eu lieu dans les années suivantes. Alors d'abord en jouant avec le Bitcoin. Donc on a d'abord essayé de triturer le truc pour lui faire des choses pour lesquelles il n'était pas forcément conçu. Et puis après quelques années, certains ont eu le courage de se dire voilà, on a fait ce qu'on a pu avec Bitcoin, mais maintenant si on veut faire évoluer le concept, il faut qu'on l'étende et qu'on en fasse une plateforme beaucoup plus puissante. Et c'est comme ça que ont commencé à naître d'autres blockchains avec d'autres objectifs et des objectifs beaucoup plus généraux que simplement de la monnaie. La sécurité, par exemple ?
La sécurité, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas, à proprement parler, besoin de développer une blockchain pour la sécurité. La sécurité fait partie du package, si on veut. Elle est construite dans la technologie. Voilà, elle est induite. C'est un des points qui est très important. Tu peux peut-être expliquer pourquoi la blockchain justement est très sécurisée et qu'est-ce qui permet d'éviter justement que quelqu'un dise moi j'ai un bitcoin ou j'ai un token et j'en suis propriétaire mais je vais le donner à quelqu'un et puis je vais vite le donner à quelqu'un d'autre, on ne sait jamais que ça passe. On sait pas le falsifier en fait. Voilà, exactement. Donc ce qu'il faut bien voir, donc on a déjà parlé de l'aspect distribué, de l'aspect décentralisé, mais le troisième aspect qui est vraiment absolument primordial dans la blockchain, c'est son côté immuable. C'est-à-dire que la blockchain, concrètement, c'est quoi? Pourquoi blockchain? Parce que c'est une chaîne de blocs. Et dans chaque bloc, on va stocker une liste de transactions. Et les transactions, ça peut être des transferts d'argent, ça peut être des modifications de données d'une manière générale. Donc c'est vraiment une liste de modifications. Et cette liste-là, elle est sécurisée de manière cryptographique. Alors ça veut dire quoi, sécurisée de manière cryptographique? Ça veut dire que concrètement, c'est comme si vous faisiez une liste, comme quand vous faites votre comptabilité, vous faites une liste des entrées et des sorties, mais imaginez que vous puissiez pas raturer votre cahier de compte. Impossible de revenir dans le passé pour dire « Ah non, finalement, ce virement, c'était pas 50 €, c'est 100 ». Dans la blockchain, ça, c'est mathématiquement impossible. En tout cas, avec les technologies cryptographiques qui existent aujourd'hui, on pourra en reparler après, mais voilà, la sécurité permet, la cryptographie permet d'assurer que l'historique de la blockchain est absolument intrafiquable et infalsifiable. Comme l'exemple que tu donnais, le livre de compte que l'on ne peut pas modifier. Mais là, même on pourrait ne pas le modifier simplement parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. Là, on peut techniquement pas le faire à l'heure actuelle avec les moyens qu'on a actuellement. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Donc avec les moyens, les technologies cryptographiques qui existent aujourd'hui, le seul moyen de casser un petit peu cette logique-là, ce serait d'avoir un ordinateur quantique. On n'en est pas encore là, on a encore quelques années devant nous. Donc, on a déjà évoqué ça dans les technos par le passé, effectivement. Voilà. Xavier. Et donc, on a parlé des bitcoins, mais la blockchain, tu l'as dit, il y a plusieurs blockchains finalement qui peuvent être utilisées. Concrètement, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Pourquoi est-ce que demain un développeur pourrait s'intéresser à cette technologie? Donc, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de concepts, donc l'aspect décentralisé, distribué, l'immutabilité, et ensuite, sur base de ces concepts-là, il y a plusieurs implémentations, donc plusieurs versions, on va dire, de blockchain qui se sont développées. Certainement celle qui gagne le plus à se faire connaître en ce moment s'appelle Ethereum. Donc c'est un nouveau réseau qui a été créé par un petit Canadien de 19 ans à l'époque. Donc là, pour le coup, lui, c'est pas comme Satoshi Nakamoto, on le connaît, on sait qui il est. Et donc on peut aller le chercher pour lui demander ce qu'il voulait faire. Mais voilà, aujourd'hui, il est fort demandé, ceci dit. Hein. Oui, exactement. Y compris par Monsieur Poutine lui-même. Mais donc voilà, Ethereum, c'est quoi? En gros, c'est une espèce d'ordinateur construit comme une blockchain et qui permet de développer des applications dessus. Ah oui. Donc, on peut développer des applications comme le Bitcoin. Donc ça existe d'ailleurs. Facilement. Il l'a fait. C'est les Ethers, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, voilà. Dans Ethereum, il y a une crypto-monnaie comme dans Bitcoin qui s'appelle l'Ether, qu'on peut acheter, vendre au même titre que les Bitcoins. Mais en plus de ça, par-dessus cette crypto-monnaie-là, qui est un petit peu le carburant du réseau, on peut aussi créer ses propres monnaies. Et on peut créer ses propres valeurs. Donc, par exemple, parmi les applications qui ont beaucoup de succès en ce moment, il y a ce qu'on appelle les DAO. Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, une organisation autonome distribuée. Concrètement, c'est quoi? C'est comme une entreprise, mais sans directeur, sans hiérarchie. C'est-à-dire une entreprise complètement décentralisée. Et la façon dont ça fonctionne, c'est notamment en rassemblant les fonds et en créant des espèces d'actions qui représentent de la valeur, donc la valeur dans la société. Ouais. Et on peut vendre et créer ces actions sur la blockchain Ethereum. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les ICO, donc les Initial Coin Offerings. C'est des espèces de levées de fonds gigantesques qui impliquent des milliers et des milliers d'investisseurs.
et qui ont énormément de succès en ce moment et qui participent aussi à faire augmenter la valeur du réseau. 5000% d'augmentation de valeur sur l'Ether depuis le début de l'année, j'ai lu quelque part. Ça peut faire rêver. Ça fait, pour donner un exemple concret, pour donner les valeurs, on est parti de $10 en février et aujourd'hui on a dépassé les 350. Voilà, donc c'est assez intéressant. Je sais que ça intéresse particulièrement notre ami Xavier qui a changé ses bitcoins contre des Ethers, comme ça vous saurez tout. Une partie de ce qui me reste effectivement, je l'ai transféré en Ether. Mais concrètement, Sébastien vient de parler des ICO. On a vu effectivement des sociétés qui ont bien compris l'intérêt de l'Ether, de la blockchain Ether, et qui ont fait des levées de fonds de plusieurs centaines de millions. Une des dernières, c'est 150 millions, si je ne me trompe pas, en quelques heures. Donc, et ça sans donner finalement d'équité sur leur société. Ça veut dire qu'ils restent propriétaires à 100% de leur société, et c'est simplement des gens qui vont acheter des tokens, donc une promesse de gain, de partager les bénéfices en fait de la société. Alors la question que j'ai envie de poser, Sébastien, la question que j'ai envie de te poser, mais je vais te laisser parler d'abord. Vas-y. Ça va au-delà d'une simple promesse, c'est-à-dire que la plupart de ces ICO sont structurés autour des fondations suisses, parce qu'en Suisse, il y a un canton qu'on appelle la Crypto Valley. Enfin, il a un nom en Suisse, je me souviens plus le nom, mais il y a un canton qui est très favorable à tout ce qui est crypto, et dans lequel il y a beaucoup de fondations suisses comme ça qui sont créées. Et au-delà de ça, les tokens qu'on peut acheter dans une ICO offrent vraiment un pouvoir de décision dans les choix qui sont faits, dans les directions qui sont prises par ces projets-là. Donc ça va au-delà de la simple promesse de... Tu vas skier où cet hiver? Dans la Crypto Valley voilà. Par exemple. Exactement. Tu as à peu près répondu à la question que je voulais justement te poser. Est-ce que là on n'est pas face à une bulle? Parce que quand on a des levées de fonds comme ça, on l'a déjà dit sur d'autres sujets, ici on nage quand même dans quelque chose qui, pour le commun des mortels que je suis, je le reconnais volontiers, c'est de l'ordre de l'abstrait pour une grande part, et quand on parle de sommes pareilles, ça fait un petit peu penser à une bulle spéculative. Alors, il y a un risque, il ne faut pas se le cacher, il y a un risque parce qu'il y a énormément de spéculation, il y a beaucoup d'investisseurs qui participent à ces ICO et qui ne sont pas forcément très bien informés ou très bien conscients du risque qu'elles prennent. Je dirais qu'on est dans une situation similaire à celle dans laquelle on était à la fin des années 90 avec Internet, avec le web. Maintenant, le potentiel est, à mon avis, bien plus grand encore que celui du web. C'est pour donner un ordre de grandeur. Parce que, tout simplement, ce qu'on est en train de pouvoir faire avec la blockchain, c'est vraiment de désintermédier, de décentraliser tout un tas de marchés existants et même de pouvoir en créer de nouveaux. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Uber, Airbnb sont parmi les licornes, donc les sociétés les plus valorisées dans la Silicon Valley. Et d'ici 10 ans, grâce à la blockchain, leur modèle économique pourrait s'effondrer. Et on pourrait reprendre leur marché et le démultiplier encore grâce à un réseau décentralisé construit sur une blockchain. Mais ça va au-delà de juste remplacer des choses existantes. Ça permet aussi, ça ouvre des perspectives dans le secteur de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, la production d'électricité, la distribution d'électricité, c'est des secteurs qui sont hyper verticalisés, hyper centralisés. Et demain, avec toutes les éoliennes et les panneaux solaires qui existent aujourd'hui, les distributeurs actuels sont tout simplement pas équipés pour gérer ça. Et donc, avec la blockchain, on pourrait vraiment créer et distribuer de l'énergie sans passer par des tiers de confiance comme les entreprises auxquelles on est habitué aujourd'hui. Et donc, tout ce potentiel-là, forcément, fait rêver. Créer un effet Eldorado et une ruée vers l'or. Est-ce que, quelque part, et ça pourrait inquiéter plus d'une personne dans le monde, les informaticiens n'ont pas mis la main de manière définitive sur l'économie mondiale? Alors, très probablement, je dirais que c'est une analyse assez juste de la situation. Maintenant, forcément, moi, ça me fait moins peur étant donné que je suis informaticien. Oui, mais le banquier, lui... le banquier, il a toutes les raisons d'être inquiet, mais j'ai envie de dire, il a eu sa chance. Il a eu sa chance et il en a pas tiré un très bon parti. Donc voilà, effectivement, il y a ce débat aujourd'hui entre Wall Street et la Silicon Valley, voir où va se situer un petit peu la balance du pouvoir. Et clairement, les ingénieurs
ont tendance à reprendre un petit peu du poil de la bête dans cette perspective. Tu l'as bien, enfin, je pense que tu le sais, c'est quand même le concept est ardu. Il faut avoir comme des notions de technologique, de logique, etc., que tout le monde ne maîtrise pas nécessairement ou n'a peut-être pas envie de maîtriser. Soyons clairs. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ce concept de la blockchain lisible par le commun des mortels, mon boucher, le fermier, le banquier aussi, pourquoi pas, l'homme politique. Comment est-ce que ce concept pourrait être mieux lu, mieux compris dans un avenir proche? Est-ce qu'il y a des pistes pour mieux expliquer les choses aux gens? Alors, concrètement, et encore une fois, on peut faire un parallèle assez facilement avec Internet et avec le web. Aujourd'hui, on en est vraiment au tout début. Le Bitcoin date de 2008, Ethereum date de 2014. Donc, on est vraiment dans l'enfance de tout ça. Moins de 10 ans. Et donc, voilà. Et donc, on est forcément, comme à chaque début de grands cycles technologiques, on est vraiment dans une phase qui est assez ardue, assez complexe. Et pour la rendre un peu plus accessible, il va falloir ajouter des couches par-dessus pour rendre les choses un peu plus utiles. Aujourd'hui, moi, je donne des cours pour aider les développeurs à développer des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Et c'est quelque chose d'assez invasif, on va dire. Il faut vraiment installer beaucoup d'outils, travailler avec des technologies assez nombreuses. Et on n'en est pas encore au niveau d'aujourd'hui, ce qu'il faut pour développer une application web, par exemple. Donc ça va prendre encore quelques années, et surtout ça va prendre plus d'ingénieurs, plus d'intérêt, et c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'un maximum d'informaticiens et de technophiles, et même de la société au sens le plus large, s'y intéressent, parce qu'il y a aussi des implications légales, il y a des nouveaux métiers qui se créent autour des juristes qui nécessitent de développer aussi des compétences informatiques. Donc il y a des choses assez intéressantes. On n'a pas encore commencé à réellement éduquer le plus gros de la population aux technologies digitales, à l'Internet par exemple. On en parle tous les jours, quand on parle de fake news sur les réseaux sociaux. On parle toujours d'éducation et d'éducation aux nouveaux médias. On n'en est pas encore là, et il va déjà falloir rentrer dans un processus d'éducation à la blockchain quelque part assez rapidement. Est-ce que ça ne serait pas par hasard, par des outils un peu plus ludiques que de l'argent et des choses aussi sérieuses? Clairement, et plus on va avancer, et plus il y aura à la fois des outils plus accessibles et aussi des applications plus directement visibles et utiles. Aujourd'hui, il y a très peu d'applications concrètes qui sont visibles et utilisables par tout un chacun, mais ça va se développer avec le temps. Maintenant, clairement, il y a un défi qui est encore bien supérieur à celui du web. Là, je pense que c'est là que le parallèle s'arrête. C'est que le web restait quand même une technologie assez centralisée, donc qui restait dans un contexte sociétal, philosophique assez proche de ce qu'on connaissait. C'était compatible avec l'État, c'était compatible avec les banques, c'était compatible avec plein de choses. La blockchain va remettre en question beaucoup plus que ça, et donc va nécessiter aussi une évolution des mentalités et des modes de pensée. Donc la tâche est ardue. C'est un tas de concepts qui vont être mis à mal pour le coup, et c'est autre chose encore que le concept simplement de la copie, du duplicata dont on parlait au tout début de cette séquence, qui est déjà une révolution pour pas mal de gens. Tu le disais, l'industrie du disque en est une. Xavier levait le doigt très scolairement. On l'a dit, c'est une technologie qui va pouvoir vraiment révolutionner des échanges. On n'aura plus besoin d'intermédiaires spécialement qui vont valider une transaction, qui vont valider que ce qu'on a acheté ou ce qu'on a promis a bien été transmis. Pour toi maintenant, quel est réellement l'avenir du Bitcoin, de la blockchain? Est-ce que ça va passer par des évolutions au cours de la technologie, ou bien c'est simplement ce qu'on va en faire qui va le faire évoluer? Alors, d'une part, ça va passer par des évolutions de la technologie, que de la même façon que de Bitcoin, on est passé plus ou moins à Ethereum, même si Bitcoin existe toujours, il n'y a pas d'exclusivité. Mais voilà, on a déjà eu passé un palier, on est passé d'une blockchain spécialisée pour la monnaie à une blockchain plus générale. Maintenant, on a déjà pu constater que cette blockchain plus générale avait ses propres problèmes. Notamment en termes de robustesse, en termes d'évolutivité. Enfin, il y a plein de petites... Il y a eu des incidents, par exemple, l'année dernière, qui nous ont fait réfléchir sur l'avenir de cette technologie-là. Alors, les principales évolutions maintenant qu'il y a, ça va être de changer la façon dont la blockchain fonctionne pour qu'elle nécessite moins d'énergie.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, la blockchain Bitcoin, comme la blockchain Ethereum, nécessite des gros serveurs qui consomment énormément d'électricité. Je pense que Bitcoin doit consommer le même budget en électricité que la Suède, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas très sympa pour les dauphins. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve des moyens beaucoup plus efficaces de faire fonctionner cette technologie. Et ça va être la prochaine évolution d'Ethereum d'ici fin d'année, début d'année prochaine, normalement. Et puis après, il y a encore d'autres défis derrière qui viennent en termes de, concrètement, comment on fait évoluer les règles de la blockchain elle-même. Oui. Aujourd'hui, ça passe forcément par des décisions humaines. C'est très concrètement les développeurs qui doivent dire, ben voilà, moi j'ai décidé que demain, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il faudra faire évoluer ça pour aussi intégrer cette évolution-là dans la technologie elle-même. Et tout ça, on en est encore au tout début, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, ouais. mais c'est assez excitant. On sent que dans tout cela, il y a une part de philosophie aussi, quelque part à appliquer ou à créer. Enfin, il y a quelque chose d'assez particulier qui enrobe tout ça. J'ai envie de poser, peut-être, sauf si Xavier a d'autres questions, mais j'ai envie de poser une question bête et méchante. Celui qui nous a écouté jusque-là, les plus de 20 minutes dont on parle de blockchain, et qui se dit, mais ça ressemble à quoi physiquement? Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un site? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quoi ça ressemble? À quoi ressemble ce zèbre? Très bonne question. Alors concrètement, la blockchain, la façon dont ça se caractérise, c'est un logiciel qu'il faut installer sur son ordinateur individuel, bien sûr connecté à Internet, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est une espèce de navigateur spécial. C'est un peu comme Chrome ou comme Firefox, etc. Mais avec une petite subtilité, c'est qu'à l'intérieur de ce navigateur, il y a ce qu'on appelle un portefeuille qui va contenir vos comptes avec votre crypto-monnaie dessus, que ce soit du Bitcoin ou en l'occurrence de l'Ether. Et avec ça, vous allez pouvoir utiliser une nouvelle famille d'applications, les applications décentralisées. Donc simplement en tapant une adresse, pareil, dans la barre d'adresse. Mais vous allez pouvoir utiliser vous n'allez pas vous connecter à un serveur, mais vous allez vous connecter au réseau Ethereum, c'est-à-dire que c'est un réseau pair à pair. Donc l'application elle-même va établir des connexions avec toutes les autres machines dans son voisinage, et comme ça va commencer à échanger des données avec le reste du réseau. D'accord. Donc concrètement, dans le cas d'Ethereum, c'est une application qui s'appelle Mist, M-I-S-T, que vous pouvez installer sur n'importe quelle machine et qui vous permet d'accéder au réseau. Alors, il y a des petites subtilités, comme par exemple le fait que pour pouvoir commencer à participer au réseau, à l'utiliser, il faut commencer par télécharger les données du réseau. Ah oui. Et donc ça prend quelques heures en général pour se mettre en synchro avec tout le reste du réseau. Oui. Contrairement à un Chrome ou à un Firefox que vous pouvez lancer et utiliser tout de suite. Oui, parce qu'on collabore à ce réseau, donc il est normal qu'on prenne sa part, entre guillemets, de boulot, quoi. Et c'est ce qui fait partie, encore une fois, des données, de la partie distribuée du réseau. Oui. C'est-à-dire que dans une blockchain, tous les nœuds, donc toutes les machines qui participent au réseau, ont une copie totale de tout l'historique de ce qui s'est passé dessus. Et ça répond déjà à ma question finale, en quelque sorte. Si je supprime l'application et que j'ai des bitcoins à moi, je ne perds pas les bitcoins. Ils existent toujours. Alors, si on supprime l'application, il faut faire attention à ne pas perdre son fameux portefeuille. C'est-à-dire que dans votre portefeuille, il y a ce qu'on appelle des clés cryptographiques. Donc, c'est un identifiant, si vous voulez, qui n'appartient qu'à vous, que vous devez garder à tout prix, parce que c'est ça qui vous donne accès à votre portefeuille. Si vous perdez ça, c'est comme perdre une liasse de billets, vous ne la retrouverez jamais. Et donc, il y a plein de comptes comme ça qui existent, sur Ethereum, par exemple, avec des balances... avec des soldes conséquents, mais qui sont devenus inaccessibles et brûlés parce que les personnes ont perdu leurs clés. Oui, c'est un peu comme un numéro de compte, mais on serait le seul possesseur du numéro de compte, quoi. Il n'y a personne qui vous connaît. Il est déjà arrivé, il y a des personnes qui avaient notamment des bitcoins sur un disque dur, et puis ils n'avaient pas pris de backup, le disque dur est tombé en panne, et bien, pas de chance, ils auraient pu s'acheter quelques belles villas des années après avec le montant de bitcoin qu'ils avaient sur leur disque dur, mais c'est perdu à tout jamais. Oui, là, ça n'existe plus. Voilà.
Voilà. Mais on fera peut-être, si ça intéresse les auditeurs, des hors-séries spéciaux sur le Bitcoin ou sur l'Ether en particulier avec Seb s'il a apprécié l'expérience. Et pour ceux que ça intéresse d'en savoir un petit peu plus ou notamment de développer sur base de cette technologie, Seb va faire une petite formation. Il va pouvoir nous en parler 2 minutes. On laissera les coordonnées par la suite. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors. Voilà, donc effectivement. On a commencé à préparer cette formation en ligne qui devrait être disponible normalement d'ici la fin du mois de juin. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est sur chainskills.com. Donc je pense qu'on laissera le lien avec l'émission. Bien sûr, et avec plaisir en plus. Et effectivement, Xavier, tu as tout à fait raison. Je pense que la saison prochaine va être chargée en hors-série consacrée à ce qu'on peut encore appeler une nébuleuse pour la plupart des gens, blockchain, parce qu'il y a des choses à en dire, il y a des applications. Là, on parle beaucoup d'économie, d'argent, et parce que c'est la valeur, voilà. Mais il y a peut-être moyen d'en faire encore des choses plus terrible entre guillemets. Ça ne sert plus qu'à échanger de la marijuana sur le darknet ou acheter des armes. Ça sert à beaucoup d'autres choses. Ouais, on peut dès le moment où on a bien compris le concept, on peut imaginer un tas de trucs c'est sans limite en fait, hein, et c'est là qu'il va y avoir un vrai travail justement d'éducation comme on disait. Merci 1000 fois Sébastien pour cette collaboration en cette fin de saison. On va te souhaiter de bonnes vacances, un bel été. Repose-toi bien parce qu'à mon avis on va se revoir à la rentrée. Avec plaisir. Merci à Xavier également d'avoir engagé ce hors-série, et merci également à notre auditeur qui nous a posé la question. J'ai oublié son prénom sur le coup. Tanguy, voilà, merci. Tanguy d'avoir posé cette excellente question, même si elle était un petit peu tardive. On a fait l'effort d'y répondre. Bien entendu, toutes les autres questions que vous nous avez posées, on ne les a pas oubliées. On y a répondu déjà, c'est enregistré, ce sera diffusé en juillet et en août. Et les réponses aux questions que vous nous avez posées, auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre justement, eh bien on en parlera à la rentrée également sans aucun problème. Merci à tous, bonnes vacances finalement, bel été, à très bientôt, au revoir.